transformons les carnets. Alors, tu pourrais t'imaginer que voilà, tu fais ton travail, tu fais tout ce qu'il y a à faire, et puis après tu dis, ah, là, maintenant, c'est l'heure des carnets. Je suis en train de quoi lire comme livre, là, ou alors, qu'est-ce qui m'a énervé là dans les emails, et hop, vas-y, tu parles, ou petite curiosité. Bon, il y aura ça aussi, toujours, mais pour moi, ça a du sens. Bon, vous avez vu, là, par exemple, là, il y a eu l'atelier d'écriture, dimanche, bon, bah, je ne vais pas faire un carnet en plus, tu rassembles, tu n'as pas le choix, qu'est-ce qui te guide? C'est-à-dire, il faut que je fasse une vidéo où ce qui te guide, c'est dire, là, c'est ce que tu es en train de faire, et là, à propos de ce que tu es en train de faire, tu peux le partager. Alors là, ça fait 3 matins, enfin, ça s'est écrit en 2 matins, et puis après, il y a toujours relecture, reprendre. Donc en gros, ça te fait 2 matins à 3-4 heures, et puis un truc de plus en 3 heures, et puis en plus aller chercher quelques photos. Alors il s'agit de quoi? Alors moi ça s'appelle l'actualité Nouvelle-Aquitaine maintenant, mais avant ça s'appelait Actualité Poitou-Charentes, et moi je suis du Poitou-Charentes, dans l'espace général de la littérature francophone, moi je suis auteur du Poitou. Et ça remonte à plus de 20 ans maintenant, c'est toujours le même, c'est devenu un ami, Jean-Luc Terradillos, qui avait lancé ce magazine. Alors au début c'était trimestriel, ça donnait une souplesse, par exemple il y avait un copain, Denis Montebello, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait toujours des vieilles recettes de cuisine, mais avec ces vieilles recettes de cuisine, il travaillait les étymologies, les différentes étapes de langue, je crois que ça a été repris d'ailleurs en bouquin plusieurs fois au temps qu'il fait. Et surtout, ça a toujours été un truc de rencontre, ça c'était le projet de Terradillos dès le début. Bon, Poitiers, il y a une fac, à côté il y a Angoulême avec tous les trucs là, d'art visuel, bande dessinée, et il y a tout ce qui est des industries, l'agriculture et tout ça, c'est-à-dire de rassembler un petit peu là, tout le monde. Et on s'est toujours trouvé dans les sommaires de Jean-Luc Terradillos, donc Actualité Poitou-Charentes, avec par exemple des gars qui travaillaient, scientifiques, sur le terrain, de toutes les disciplines. Et à chaque fois, le sommaire se recombine en fonction de ce que eux ils apportent. Alors toi, auteur, qu'est-ce qu'il y a? En quoi ça travaille avec ce qui nous rassemble comme bons hommes, quoi. Ce côté Montaigne. Et si toi, ton petit truc, c'est uniquement là, la caboche imaginaire, langage, lecture, il m'a toujours dit oui aux articles. Et au bout de 20 ans, c'est parce que la première fois, c'est parti, je ne me rappelle plus le thème, mais moi, mon rapport au Poitou-Charentes, d'abord, donc, il y avait en Vendée, et on est venu s'installer pour la 6e dans une petite ville qui est tout au sud de la Vienne, juste à la frontière de la Charente, mais avec l'intersection des Deux-Sèvres, une petite ville qui s'appelle Civray. Et pour moi, cette structure, c'est une ville complète, en autarcie. Tu n'allais pas, si tu veux une machine à laver, tu l'achetais chez Chauveau sur la Grand Place, tu n'allais pas au Leclerc à Poitiers à 50 km. Les profs du lycée ou du collège, tu savais où ils habitaient dans la petite ville. Comme nous, on avait... il y avait 4 garagistes. Il y avait Tabarin pour Peugeot, il y avait, je ne me rappelle plus son nom, pour Simca, et Bourdin pour Renault. Et puis les fils Bourdin, c'était des copains en plus. Moi, le premier article s'est appelé Civray, ville complète. Et alors, c'est devenu une sorte c'est-à-dire, Jean-Luc propose un thème. Bon, c'est le troisième, et les troisièmes aussi, j'en ai pas parlé, c'est qu'il y a ceux qui travaillent sur l'univers, par exemple, de la photographie. Et là encore, est-ce que c'est devenu des amis? C'est pas la question, c'est que tu te retrouves à avoir 15 ou 20 ans d'échanges et collaborations et croisements avec 5-6 photographes, là. Et ça, j'ai jamais vu ce même genre d'expérience. Donc, à chaque fois que le thème est lancé, ma démarche, c'est de dire, par rapport à cette petite ville, Civray, par rapport à ce qui me... qu'est-ce que je peux dire non pas là le type qui est parti écrire des bouquins et tout ça, mais revenir
traversé mes propres années de formation à partir de ce thème et dans la contrainte très spécifique de cette ville. Et l'été dernier, on discutait avec Jean-Luc qui veut aussi faire des trucs d'édition à partir là, de tous ces contenus rassemblés pendant plus de 20 ans. Et on se dit, mais attention, parce que moi, maintenant, c'est un livre dans mon ordi, là, sur mon bureau. Ça s'appelle « 6 vraies villes complètes », mais c'est un bouquin qui maintenant fait 150, 160 pages, avec une quinzaine de chapitres qui s'assemblent, Bon, là, je vous embête pas avec ça. Alors évidemment, Poitou-Charentes, après, à un moment donné, il y a eu ces recompositions. Là, heureusement, la région centre, ça leur a échappé. Il y a eu tous ces tripatouillages, la Vendée qui rejoint les pays de la Loire avec la Mayenne. Tout ça parce qu'il ne fallait pas que Nantes rejoigne la Bretagne. Bon, c'est nos vieux moisis politiques en France. Et donc, le Poitou-Charentes, avec son histoire, sa langue, avec ses frontières, c'est fait hop là, avalé par la région bordelaise, la métropole bordelaise, et fini de s'amuser entre nous. Mais c'est pas s'amuser, c'est chercher ce qui nous constitue à travers territoire. Ouais, le mot territoire, je ne l'emploie pas, mais là, oui, il convient. Et maintenant, ça s'appelle l'actualité Nouvelle-Aquitaine. Bon, moi, je continue de l'appeler l'actualité Poitou-Charentes. Sur mes dossiers ordi, c'est toujours marqué Actu PC, Actu PC, Actu PC. Et là, disons, on ne pensait pas que ça survivrait même. Un tel luxe, vous vous rendez compte? Discuter entre gens de terrain, gens qui fabriquent, et puis gens qui cherchent et réfléchissent. Finalement, c'est maintenant une nouvelle forme, une espèce de... donc Jean-Luc a su la répondre par une invention. Vous voyez, c'est massif, ça fait 200 pages, évidemment avec toujours cette là, côté aussi de bande dessinée, toujours évidemment aussi ces côtés là, principalement de rencontres avec les scientifiques de tous bords, et chaque fois une thématique. Et le dernier, moi j'étais pas dedans, c'était préhistoire. Avant préhistoire, alors là oui j'y étais, c'était un numéro sur l'eau. Tu parles comme qui n'aurait pas à chercher à travailler, et j'ai appelé ça les 3 eaux de l'enfance. L'eau, la mer, où on habitait à Saint-Michel-en-Lerme, le marais, mais juste là, en dessous le niveau de la mer, avec la digue à l'horizon, et puis et côté maternel, le vieux marais Poitevin, les eaux quasi immobiles de la vieille Sèvre, et puis ensuite, à Civray, justement, la Charente, quand t'es ado. Alors là, il m'a fait sauter un truc, mais c'est toujours... c'est normal aussi. Et là, il me dit, prochain numéro, l'espace. Avec un petit truc, dire si tu veux, tu viens. Bah ouais, je viens. Puis après, m'envoie un petit mail. Oui, alors à peine 4-5 jours après, tu vois. Et ce serait quoi le thème de ton article? Alors, là, je lui dis objet de l'espace. Et évidemment, chaque fois, alors il n'ose plus me demander, parce que je sais qu'en général, là, si tu prends une page, ça te fait 3000 signes à peu près, puisque justement il y a l'iconographie, donc... Bon, il me dit plus, je lui dis plus combien de signes, parce qu'il va me dire 6000, 8000, et là, ça s'écrit, tu sais pas combien. Et là, c'est le grand luxe. Alors en fait, ça s'est écrit en 11 000 signes, je l'ai un tout petit peu comprimé à la révision, et c'est moi qui dis à Jean-Luc, bon, écoute, si c'est trop long, tu laisses tomber. L'important, c'est que toi aussi, là encore, question de cohérence, que tu sois cohérent avec toi. C'était quoi le truc? Se dire si la pensée de l'espace est une construction ou une réappropriation en toi, tu retrouves dans cet appel ou cette façon-là qui circule depuis l'intérieur de toi quelque chose qui est ce même appel ou cette même projection de pensée
vers l'inconnu, les taches blanches sur le planisphère pour Jules Verne, ou pour Rabelais, ce qu'il pouvait y avoir de l'autre côté de la mer. Bien avant, tu as Anaximandre, 800 ans avant notre ère, qui dit « Oh, si la Terre est ronde, quelle est la main qui la soutient ?» Les Grecs les avaient dit. Donc la construction d'un imaginaire qui est là comme pulsion permanente. Sauf que Rabelais, il pense pas à l'espace. Et pourtant, au XVe siècle, tu as plein de livres. Je me rappelle Hubert Reeves racontant ça, comment au XVe siècle, il pensait qu'il y avait une espèce de coupole, et puis que chaque fois que tu mettais un feu, ça faisait une petite lumière contre la coupole, donc c'est normal que tu vois plus d'étoiles, ou bien qu'au-delà de la grande coupole, c'était la lumière divine, évidemment. Donc évidemment, Dieu faisait des petits trous pour voir là, et pour ça aussi, là, qu'apparaissent des étoiles. Donc il y a toujours eu ces conceptions, cette poussée intérieure, et donc finalement tu n'explores pas la gestation en toi de l'appel vers l'espace, tu viens rejoindre dans le moment qui a été arbitrairement le tien, ce qui était rejoindre cet appel commun à qu'est-ce qu'il y a dans la nuit ou derrière la nuit. Et la question, c'est pourquoi la nuit est noire? C'est une question évidemment qui reste tellement active, en continu. C'est regarder les étoiles, c'est la magie de la Voie lactée, l'été quand on se couche par terre sur le dos et puis qu'on voit ça qui danse autour de nous. Oh tiens, une étoile filante même quand c'est le mois d'août. Bon, ça c'était pas ça. Pour moi c'était isoler les souvenirs précis qui pouvaient être ces figures matérielles concrètes de l'espace. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais quand tu écris? C'est-à-dire, tu choisis quelque chose qui t'empêche de baratiner. Et pour moi, la première image qui est venue, c'est le radiotélescope de Nancer. Souvenir d'enfance, d'être allé avec les parents au milieu d'une forêt. Et puis, tu as cette espèce d'énorme grille là, qui renvoie, circulaire, et qui renvoie au loin, là, comme pour le petit foyer de parabole. Et tu es censé écouter l'espace au loin. Et là, 2 fois de suite, ces 3 années, j'y suis retourné parce que je pouvais pas faire le rapport autrefois enfant, mais c'est le pays du Grand Maune, Nancy, mais juste à côté, Épineuil, le Fleuriel. Et à Nancy, quand tu arrives, même maintenant aujourd'hui, donc tu as la forêt, tout d'un coup, il n'y a plus de téléphone portable, il n'y a pas de réseau et tout ça, il n'y a pas interdiction des pylônes, donc je suppose que c'est toujours plus ou moins en activité. Il y a un petit bâtiment où ils organisent avec 2 petites salles musées, et puis tu marches là, dans la forêt, le long d'un pauvre grillage que tu peux bien sûr enjamber, et puis tu arrives sur cette espèce d'immense structure là, mais qui est en plein dans notre réalité la plus habituelle. Évidemment, tu n'as personne sur le parking, tu vois bien qu'il y a 2-3 bagnoles, là c'est des petits rendez-vous discrets. Et j'ai commencé par ça, par Nancy. Puis, une autre chose matérielle, très matérielle pour moi, c'était le nom Pleumeur-Baudou. Alors, Pleumeur-Baudou, évidemment, c'est justement des choses de ta génération. Donc, c'était là, pourquoi on y était allé? Parce que c'est juste à côté de Perros-Guirec, et c'est le patelin, le côté de ma grand-mère paternelle. C'est tous des Bretons, là, de Tréguier, Perros-Guirec, pêcheurs d'Islande, puis après monter à Paris comme cocher de fiacre ou bon. Ça, c'est pas le sujet, mais donc on a fait un pèlerinage pour voir les origines, les vieilles tombes, là, de ce côté de ma grand-mère paternelle, Hélène Perrault. Et à Pleumeur-Baudou, donc c'était une énorme boule, mais j'avais jamais vu une boule comme ça, personne d'entre nous aurait vu une boule comme ça. Maintenant tu en as des choses comme ça, tu vois, la Villette là, les trucs, ici dans le Poitou, ils ont fait le futuroscope aussi, qui était un petit peu comme ça, c'est-à-dire que tu marques, tu sais pas comment représenter l'inconnu. Donc tu organises des formes qui sont censées représenter, non pas l'inconnu, mais ton rapport
à l'inconnu. Et je me souviens qu'enfant, on devait avoir là ce qu'on appelait les duffel coats, là, ces espèces de manteaux, on marchait là-dedans, et puis tout d'un coup, donc tu es dans le noir quasiment. Et dans cette énorme sphère de souvenirs là, qui restait, je vais avoir 10-11 ans, c'était que c'était en surpression, parce que le radeau, c'était une structure souple, donc il fallait que l'air le maintienne comme ça, et tu le sentais, cette surpression. Et là, il y avait cette espèce d'antenne qui tournait très lentement, sans un bruit, en rasant la structure. Donc Plumeur Baudou est resté pour moi l'idée, comme ça, qu'on pouvait parler, ou en tout cas écouter l'espace. Et ensuite, c'est passé directement à ce qui était aussi des souvenirs d'enfance, mais en lien. C'est-à-dire, je me suis retrouvé, bizarrement, ça j'ai dit à Jean-Luc, mais attends, c'est que tu pars dans un souvenir, et l'assise que tu as pour retrouver le souvenir, c'est comment tu as retrouvé le même endroit bien plus tard. Et pour moi, donc, le souvenir originel, c'était les premières visites à ce qui est maintenant le plateau de Saclay, donc Orsay, Gif-sur-Yvette, le CEA, ou plus tard j'irais même travailler. Et là, c'était la plus jeune sœur de ma mère, qui avait fait Normal Sup, la première de la famille, et qui avait intégré là les labos de l'Institut d'optique. Et nous, là, les petits gamins, donc elle nous montre une merveille sur quoi elle travaillait. Tu avais 2 trucs comme ça, un miroir là, à peu près à cette distance-là, peut-être un peu plus, et tout d'un coup, tu avais une lumière verte qui passait d'un à l'autre. C'est un laser. Mon père a dit, mais ça sert à quoi ça peut servir? Bon, après, on a vu qu'il y avait quelques utilisations, même maintenant extrêmement courantes. Et il y avait un cousin germain, donc de ma mère et de sa jeune sœur, qui est venu manger, évidemment. Il s'appelait François Birot. Il est décédé il n'y a pas très peu de temps, François. Et lui commençait aussi à travailler dans la radioastronomie. Alors ça, et lui, il était à Meudon, et il a pas bougé, en fait, de Meudon, mais il y avait toujours ce truc, lui, de parler de cette espèce, comme si au-delà de la réalité, là, bon, la réalité concrète, matérielle, là, tout de suite, là, mon père, des fois, il rigolait, tu parlais, c'est moi qui ai débouché son carburateur, bon, d'accord. Mais il avait publié un livre. C'était un livre bleu avec des trucs un peu métallisés. Il était associé à un autre qui s'appelait Jean-Claude Ribes. Et le livre s'appelait Le dossier des civilisations extraterrestres. C'est qu'à l'époque, le contexte était... T'imagines quoi? Tu projettes de l'anthropomorphe. Si tu projettes de l'anthropomorphe, Mars, c'est des petits hommes verts. Ou bien, au-delà, bon, il y a la planète. Vous savez, le texte de Blanqui, qui est tellement merveilleux, moi, que j'ai connu par Walter Benjamin. L'éternité par les astres. C'est-à-dire, l'univers, c'est des milliards. Donc, tu peux... là, la révolution n'a pas marché. Il n'y a pas de pareil à la Terre. Là, oui, mais tu peux milliarder à l'infini, dit Blanqui. Tu recommences, là, une autre galaxie, puis une autre galaxie, puis une autre galaxie. Et bien, finalement, il y aura forcément une planète, quelque part, où, à la différence de la nôtre, la révolution, comme disait Auguste Blanqui, la révolution aura réussi. Mais moi, le truc le plus important en rapport à François Birot, c'était ça. C'est se dire... bon, c'est le cousin, quoi. Son père, à lui, était instituteur, comme mon grand-père maternel était instituteur. C'était là, les écoles normales. Et puis, tu pouvais écrire un livre. Et je crois que ça, pour moi, c'était non pas une révélation, mais quelque chose qui devient longtemps porteur. Tu sais pas quel livre, tu sais pas comment tu ferais le lien entre ce que tu lis et puis ce qu'il pourra écrire. Tu sais pas qui tu es, tu sais pas. Oui, mais tu sais que à l'intérieur de toi, il y a ça. Il y a écrire un livre. C'est un bonhomme qui le fait, et le bonhomme, il peut être là, comme le cousin. Et je crois que ça, pour moi, ça a été une sorte de pôle intérieur qui est resté très très longtemps. Je lui ai dit d'ailleurs à François Birot, et j'ai le même prénom, c'était pas un hasard non plus. Et le souvenir aussi de cette même équipée. Donc on habitait juste en dessous au Poitiers, actualité Poitou-Charentes, Civray, dans la Vienne, au sud. Donc il y avait exactement 400 km pour monter à Paris. Il n'y avait pas d'autoroute.
Donc on monte, même je me rappelle de Tours, Château-Renaud. Château-Renaud, pour moi, c'était les montagnes. Tu avais 2 côtes en virage, on n'avait jamais vu ça. Et quand on arrive à Paris, là, pour aller chez eux, eh bien, il y avait ce premier bout d'autoroute qui était de Paris à Orly. Pas plus. Mais tout d'un coup, nous, là, les gens de Civray dans la Vienne, les 2 parents et les 2 enfants, le 3e frangin était trop petit encore, eh bien, voilà qu'on roulait sur une autoroute. 2 voies dans un sens, 2 voies dans l'autre, et ça ne peut pas se croiser. Et au-dessus de l'autoroute, il y avait une passerelle en ciment. Et là, tu t'arrêtais à Orly. Et Orly, eh bien, on visitait ça comme un musée, parce que j'avais connu des musées à l'époque. Oh non, il faudrait encore bien du temps. Mais une église, peut-être pas. Mais ce que je revois d'Orly, c'est ça. C'est cette grande truc avec la grande baie. Et tu voyais les caravelles qui roulaient, qui accéléraient, et hop, en tremblant, ça commençait à s'extirper du sol et démarrer. Mais tu faisais donc 400 km pour voir, et un avion qui s'envole, et une autoroute à 4 voies. Et on avait mangé là, nous les provinciaux, dans la cafétéria. Et juste à côté, à 3 mètres, mon père dit, c'est Joseph Kessel. Et c'était Joseph Kessel. Visage tout buriné, raviné, plissé, avec ce gros pli, là. T'es vieux déjà. Mais moi je le lisais déjà. Le Prince, le Lion, les Cavaliers bientôt aussi. Donc une espèce de révérence énorme. Alors évidemment, cette espèce de figure sculptée, burinée, avec ce gitan de maïs ou des trucs, ne baisserait pas les yeux sur des provinciaux en équipés du dimanche, à 3 mètres de lui, partageant la même cafétéria. C'est pas... Mais ça aussi, pour moi, c'est resté une image. Tu vois, c'est pas l'image de l'espace, sauf que les caravelles, sauf Orly, sauf l'autoroute, et Joseph Kessel. Des fois, je vais sur sa tombe. Vous savez, c'est le cimetière Montparnasse, c'est juste en dessous l'école Camando, là aussi où il y a André Citroën. Tu passes la rue, tu rentres là où il y a Maupassant, et de Maupassant, tu rejoins le mur, là, tout au fond, et il est là, Joseph Kessel. Et ça s'est structuré comme ça. Et donc, moi, je suis revenu en 2012 sur le plateau de Saclay. C'était une résidence avec Didier Michel, résidence sur le thème art et sciences. Et l'idée, c'est sur mon site, si vous cherchez Saclay, vous allez trouver tout de suite, c'était d'aller rencontrer des chercheurs. Et puis, on discutait ensemble. Et moi, je publiais la rencontre, l'entretien, mais pas un entretien avec... Ouais, la rencontre. Et puis les images, ce truc comme ça. Ça a été une année hyper forte, hyper importante, ce truc de Saclay. Et là, je me souviens d'un gars qui s'appelle Roland Lehoucq, qui fait des conférences sur pourquoi le soleil brille. Et là, au CEA, donc il y avait ces espèces aussi, ces petits satellites là avant, c'est-à-dire les prototypes avant qu'on les lance. Et l'image qui est revenue, alors ensuite, c'est Laika. C'est-à-dire tu cherches ce qui en toi correspond là à cette construction d'un imaginaire de l'espace. Alors, Laika, elle est morte le 3 novembre 1957. Évidemment, c'est pas des souvenirs directs. J'avais 4 ans et demi. Qu'est-ce que tu veux te souvenir? Mais même à 4 ans et demi, je crois que tu te souviens des noms prononcés. Tu ne sais pas pourquoi. Mais, par exemple, je revois l'image. Alors, l'image que je revois, c'est une stylisation de Spoutnik, un hublot rond. Et derrière le hublot rond, il y a cette pauvre chienne avec ses petites oreilles comme ça, le bout qui retombe, une chienne avec une espèce de ligne blanche comme ça sur le haut du museau, et elle était toujours représentée avec des yeux évidemment humains, et des yeux tristes. Pourquoi triste? Cette chienne, elle avait 3 ans, elle, et lancée dans le Spoutnik, 7 heures après le lancement, elle est morte, les surpressions, les températures, etc. Donc, le Spoutnik, probablement, là encore, on ne se posait pas les questions, mais il a dû se désintégrer en revenant dans l'atmosphère. C'est-à-dire que tu envoies, pour la première fois, un chien dans l'espace, et ce que tu retiens, c'est que tu as envoyé le chien qui s'appelait Laika, et pas simplement que elle n'a pas survécu. Alors que, 4 ans après, qui on envoie? C'est Gagarine. Et le nom Gagarine, tu t'en souviens, même si c'est plus maintenant le nom de plein de rues dans la Seine-Saint-Denis. Mais ça devient une sorte de légende, alors que
l'homme m'aurait demandé encore avant-hier, raconte-nous ce que tu te rappelles ou de ce dont tu te souviens de Gagarine. Ben, je me souvenais de rien. En fait, c'est un gars qui est mort quand il avait 31 ans, tu te rends compte? Donc c'est pas glorieux. Mais ce qui est glorieux, par exemple, je me souviens, et ça aussi, c'est-à-dire que tu te retrouves là, quand tu écris comme ça, que tu as 11 000 signes à faire et qu'il faut que tu tiennes ton truc, et là, c'est comme s'il fallait que tu tiennes tous ces trucs de façon simultanée, comme une sorte de... et tu sens que ça tremble, et puis ce qui venait, c'était une image. En Moscou, je suis allé en 78, donc j'ai appris ce que c'est, comment ils travaillent, les moscovites. En plus, nous, c'était une usine d'aéronautique, plutôt Tupolev, mais elle figurait pas sur les plans de la ville. On venait nous chercher dans une espèce de petit car le matin, ça voyait sur un truc, mais tu savais bien qu'il n'y a pas un pont roulant. Tu veux sortir ton transfo haute tension, ben on te dit demain matin, et ce qui arrive, c'est 4 cosaques là, gros comme ça, qui te soulèvent le truc là, de 250 kilos. Ah bon, d'accord. Et si tu as besoin d'un tournevis, ben, c'est comme en Inde, tu vas te le faire. Et donc je savais ça, cette espèce de côté dépouillé. Ouais, mais tu vois ce que ça donne en Ukraine aujourd'hui, leur capacité militaire. Et quand tu vas au musée de l'air, au Bourget, j'en ai visité plusieurs, même celui de Washington. Ce que tu vois, c'est la capsule. Bon, tu as une capsule Apollo, des éléments, des mesures, des machins, des sièges, des ceintures. Et tu vois à côté, justement, les Spoutnik ou les trucs russes, t'as rien. T'as des bouts de scotch, des bouts de tôle, des bouts... Et là encore, ça fait partie de cette espèce d'imaginaire. C'est-à-dire, tu peux partir là dans l'espace avec pas plus que ce qui est raconté dans Jules Verne, par exemple. Alors tout ça, voilà, j'ai mis un peu... Qu'est-ce que j'ai rajouté encore? Ouais, je suis revenu sur Saclay, une image qui me frappe comme ça, c'était en repensant à ma tante et le laser, sa première thèse sur le laser en France. Mais elle aussi, elle a fait toute sa vie ensuite au CNRS, à l'Institut d'optique d'Orsay, qui existe toujours, même si maintenant ils l'ont transféré dans des nouveaux bâtiments. J'avais découvert, et c'est là aussi cette espèce de contraste, c'est-à-dire le contraste de ce que tu cherches, cette curiosité, la beauté qu'il y a à penser. Et puis à côté, tu ouvres le journal le matin, Ukraine, Hamas, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite, ou tous les trucs de procès, ou cette mascarade politique, et tu dis, mais non, on en est là, et ça peut tout foutre en l'air, sans parler des questions là, de notre responsabilité par rapport à cette pauvre planète. Or, elle est tellement belle. Quand tu la vois d'en haut, regarde ce gars Thomas Pesquet, ça j'en ai pas parlé, ça aurait pu venir aussi. Mais comment là, lui-même avec son Facebook, là tu avais une espèce de lien comme ça, quasi au quotidien, avec ce gars-là dans la durée de ses voyages. Et puis la fois toi où tu es à Providence, et puis tu visites le télescope là où Lovecraft venait de ses 11 à ses 14 ans tous les soirs en vélo parce que chassait de l'école, mais que le gars Winston Upton, juste au moment de la découverte de Pluton, il lui fait faire là, des mesures et tout ça, et toi tu as ton œil là pile sur la même lentille où Lovecraft appliquait le sien. Donc tu fais l'inventaire de tout ce qui a sédimenté à l'intérieur de toi, et ça finissait. Est-ce que ça justement ça te définit? Toi, tu vois Laïka, la petite chienne, tu connais le nom de Gagarine. Les gamins d'aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui pour eux? Comment ils projettent? De quoi ils disposent, y compris par le cinéma et tout ça, de représentation de l'espace. Et puis, donc, c'était il y a 2 ans, pour Cape Canaveral. Ce truc, les Apollo, ouais, mais aussi les trucs Challenger avec 7 morts, et puis tout d'un coup tu te retrouves justement au Kennedy Center, et là dans le mémorial, et tu trouves la vie de ces 7 personnes, les enfants, la maison, ce qu'ils disaient, ce dont ils rêvaient avant qu'ils s'explosent dans le truc Challenger, et puis tu passes dans une immense hall, et puis tu es là la navette Atlantis, ou ça, comme ça, qui elle avait pu revenir. Et
Ben toi, tu tiens par la main un gamin de 10 ans, et ce qui se transmet, c'est quoi? Et ce dont lui fabrique son univers par rapport à ce que dont toi, tu as fabriqué ton propre univers. Ben, tu vois, voilà. Tiens tout ça ensemble, puis ça te fait 11 000 signes. Je parlais d'un gars aussi qui s'appelait Robert Charroux. Enfin, en fait, tu savais, il était né en 1909 et il s'appelait en fait Robert Grugeot. Il était né à Pérou, justement, juste à côté de Civray. Et Charroux, c'est le tout petit patelin aussi, là, où on allait tout le temps nous faire du vélo. Et donc, Robert Grugeot a choisi de s'appeler Robert Charroux. Et il faisait des tas de livres qui étaient des best-sellers à l'époque. Lui, sa thèse, c'est que là, sur la Terre, il y avait eu des anciens astronautes. Bon, ben, dans Lovecraft, c'est pas si loin de ça, d'ailleurs. Et évidemment, c'était le gars du coin, c'était le gars du bled d'à côté. Donc, tu n'allais pas laisser passer un livre de Robert Charroux sans l'acheter. Dans toutes les maisons, là, tu avais des livres de Robert Charroux. Et donc, ce rapport-là des livres, tout ça. Voilà. Donc, voilà, c'est juste les carnets. C'est comme ça. C'est ce que j'ai fait ces 3 jours. Bon, bah, à bientôt. Quand sortira. Je crois que c'est en février, hein, Jean-Luc. Actualité Nouvelle-Aquitaine. Poitou-Charentes. Thème l'espace, eh ben, il a bien voulu prendre mon article et même j'ai rajouté des petites images.